Je vais partager avec vous un projet. C'est un projet qui consiste à mettre ensemble sous le même toit, le toit d'une polyclinique, à la fois la médecine conventionnelle et les médecines non conventionnelles, les médecines traditionnelles. Et comme on est en Afrique, comme le projet est en Afrique, eh bien, je vais mettre l'accent sur ces médecines traditionnelles africaines et comment les intégrer dans une polyclinique moderne. Alors, la polyclinique dont je parle est une polyclinique qui a 80 lits, qui a 15 salles de consultation, qui a un service de radiologie avec scanner, qui a également un laboratoire, donc une vraie polyclinique avec des blocs opératoires, avec un service de réanimation. Et donc il s'agit, je suis le chef de projet de la remise en état de cette polyclinique et c'est dans ce cadre-là que nous allons intégrer des médecines traditionnelles. Il va sans dire que de rénover un établissement pareil, ça demande des moyens. Et on a lancé ce qu'on appelle un PPP, c'est-à-dire un partenariat privé-public. Et les institutions publiques avec lesquelles nous travaillons, c'est ce qu'on appelle la CGRAE, c'est la Caisse générale des retraites des agents de l'État, et c'est la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et donc ce sont des organismes qui ont une force financière extraordinaire, parce que bon, ils ont toutes les cotisations des agents de l'État qu'ils gèrent. Donc il y a une manne financière dont on peut disposer, mais ils nous ont fixé un certain nombre de contraintes ou d'impératifs, c'est plus juste. Premièrement, que nous nous occupions des retraités, que nous nous occupions des accidentés du travail, et que nous prenions en charge aussi les maladies chroniques qu'ils rencontrent le plus souvent, c'est-à-dire les AVC, le diabète, etc., etc. Donc il fallait qu'on ait vraiment un focus sur ces trois éléments afin de répondre à leurs exigences. Et c'est pour ça que dans notre projet, nous avons décidé de mettre l'accent sur des soins de suite, que ce soit au niveau cardiologie, au niveau gériatrie, au niveau oncologie. On a aussi décidé de créer une unité de soins palliatifs, une unité aussi d'addictologie. Et donc, on aura toutes ces unités sous le même toit. Et dans le cadre de nos discussions, donc, nous avons eu l'autorisation d'avoir un spécialiste de l'hypnose, un acupuncteur, un kinésithérapeute, etc., etc. Pour le moment, ce qui nous reste à discuter, et pour lequel il faut que nous ayons une autorisation, c'est l'inclusion de la médecine traditionnelle africaine. Alors, quand vous êtes en Afrique, vous avez accès à 3 types de médecine. La médecine conventionnelle, les médecines traditionnelles et ce que l'on appelle les sciences occultes. Voilà. Et donc, je vais vous faire un petit voyage à travers la médecine traditionnelle et les sciences occultes. Bon, je pense que la médecine conventionnelle étant la même que celle que vous avez ici, ce n'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. La médecine conventionnelle, c'est une médecine que l'on rencontre essentiellement dans les agglomérations, dans les villes. Pourquoi? Parce que, bon, là, il y a la couverture sociale, il y a le remboursement par les assurances, etc., etc. Mais, comme nous sommes en Afrique, lorsque vous avez un certain nombre de maladies, comme le paludisme, par exemple, vous avez toujours un ami, une belle-mère, un cousin, qui va vous dire « Oui, mais telle plante marche bien, tu devrais essayer. » Et donc, on a en parallèle des gens qui vont aller chez le médecin prendre leur ordonnance, avoir leurs médicaments, et puis d'un autre côté, le soir, vont se faire des décoctions, vont se faire des bains, etc., etc. Parce que, bon, conceptuellement, ça ne les dérange pas de mélanger les deux. Et en milieu rural, on a la tendance inverse, puisque l'accès au centre de santé est plus difficile. Donc on a premièrement recours à la médecine traditionnelle,
Et ensuite, on a forcément un voisin qui est parti au centre de santé, qui avait mal à la tête, enfin les mêmes symptômes que nous, à qui on a donné un comprimé de paracétamol, il a trouvé que ça marchait, il lui en reste 2, solidarité oblige, il vous donne les 2 comprimés qui lui restent, il dit ça marche. Et donc même en milieu rural, même si ça part d'une base de médecine traditionnelle, on a toujours un petit peu d'intrusion de médecine conventionnelle. Alors, les sciences occultes, c'est quelque chose de différent, parce que ça s'adresse à une situation où vous avez un certain mal-être, où vous n'êtes pas heureux, vous sentez que vous avez des choses qui sont négatives qui vous arrivent, et vous n'arrivez pas à l'expliquer dans votre réalité quotidienne. Alors, vous allez recours à un charlatan, à quelqu'un qui pratique les sciences occultes, et je vais vous décrire un petit peu le processus du vaudou. Quels sont ceux qui ont entendu parler du vaudou dans la salle? Oh, ben ça va, j'ai même plus besoin de parler alors. Je vais vous laisser la parole. Donc, si on veut introduire la médecine traditionnelle dans un établissement comme une polyclinique, il faut qu'on arrive à expliquer aux gens ce que c'est. Et expliquer aux gens ne peut marcher que si on arrive à trouver un dénominateur commun qui sert de base à la discussion et à la réflexion. Alors, pour ça, il faut d'abord savoir sur quel paradigme la médecine traditionnelle est basée. Le paradigme, c'est le rationnel qui justifie la pratique traditionnelle. Eh bien, dans les médecines traditionnelles africaines, il y a la dualité esprit-corps. Et on considère que chaque individu procède d'abord d'une âme qui s'individualise à partir d'une source commune. Alors certains appellent Dieu, mais là on va le dire une source commune. Et il y a une individualisation d'une partie de cette source commune qui vient faire l'expérience de la matière. Cette source commune va s'incarner. Qu'est-ce que c'est s'incarner? C'est organiser les 4 éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Organiser cette matière de telle sorte que ça donne un corps humain. Donc vous avez cette source qui vient animer ce corps humain. Donc il y a l'incarnation. Ce corps humain va s'insérer dans un environnement. Il s'insère dans cet environnement pour interagir avec cet environnement. Comment interagit-il? Par l'intermédiaire de ces 5 sens. Et ces 5 sens vont alimenter un processus mental, un processus affectif et une volonté. Donc voilà le paradigme sur lequel repose la médecine traditionnelle. Et donc, si on va plus loin, on va se dire que donc, un individu, c'est une masse de matière qui exploite son environnement pour faire vivre l'individu, donc le corps dont il est pourvu, et qui se sert aussi des informations de son environnement pour nourrir cette âme qui s'est incarnée dans cet amas de matière. Et donc, lorsque vous avez recours à la médecine traditionnelle, il y a toujours une double approche. On va vous soigner votre corps, mais il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour votre âme. C'est indispensable, on ne fait jamais l'un sans l'autre. Alors, faire quelque chose pour votre âme, ça paraît complètement immatériel, mais ça peut vouloir dire, ben, vous savez, vous avez cette maladie-là parce que ben, vous avez fait telle chose, vous êtes passé par tel endroit, vous n'auriez pas dû, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution, vous allez aller faire tel sacrifice et ça va régler le problème. Alors, on peut critiquer cette approche. Attention, pour comprendre ça, il faut accepter de quitter son paradigme de médecine conventionnelle pour entrer dans le paradigme de la médecine traditionnelle.
Mais si on a du mal, on peut se dire, après tout, pourquoi ça ne marcherait pas par effet placebo? Hein? Et donc, si on compte sur l'effet placebo, on a un individu qui va recevoir des décoctions, etc., qui va ingérer pour pouvoir soigner son corps, mais d'un autre côté, on l'empêche de gamberger sur sa maladie en disant, tu sais, il y a un exutoire, va faire tel sacrifice et tu vas voir, la maladie, elle est partie. Donc, il y a toujours cette double approche dans l'approche thérapeutique traditionnelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais où est le socle pour le rapprochement entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle? Alors là, je vais vous envoyer sur le niveau de la conscience. On va prendre 3 niveaux de conscience. Il y a premièrement ce qu'on appelle la conscience égotique. Alors, ce n'est pas égo dans le sens péjoratif du terme. Hein. C'est égotique dans le sens « je suis un individu incarné, j'ai un corps, je ne m'occupe que de mon corps, c'est mon corps qui m'intéresse ». Ça, c'est une conscience égotique. Ensuite, il y a la conscience existentielle. La conscience existentielle, c'est dire « oui, je suis peut-être un corps, mais je suis plus qu'un corps parce que je suis dans un environnement et mes interactions avec mon environnement font que ça a un impact sur qui je suis, sur ce que je fais et sur mon vécu. Il y a un stade un petit peu plus élevé de conscience qu'on appelle la conscience universelle. Et cette conscience universelle consiste à dire, mais finalement, je ne suis qu'un grain de sable à l'échelle de l'univers, et ce grain de sable peut gripper l'univers par un comportement qui n'est pas adapté aux règles qui régissent ce grand équilibre qui est l'équilibre de l'univers. Donc vous voyez, conscience égotique, conscience existentielle et conscience universelle. Si on prend ça comme le dénominateur commun des 3 médecines, on va se dire, ben, la médecine conventionnelle, c'est la conscience égotique. Parce que ce qui est important, c'est le corps. Le corps est agressé par une maladie, donc on est en état de guerre, et il faut lutter contre cette maladie. En fait, en médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On traite la maladie. On va avoir un antipyrétique parce qu'on ne veut pas de fièvre, on se fiche de ce que ça veut dire avoir une fièvre, on enlève ce symptôme qui nous dérange, on prend un antalgique parce qu'on ne veut pas avoir mal alors que c'est un appel au secours du corps, on ne veut pas l'écouter, on va faire de la chirurgie pour enlever quelque chose qui nous dérange, on va mettre des antimitotiques parce qu'il y a une cellule cancéreuse et qu'elle se replique rapidement, donc ouf, toutes les cellules qui se repliquent rapidement, on table rase. Voilà. C'est une médecine qui est relativement agressive parce qu'elle se considère en guerre avec une maladie et peu importe la personne qui porte cette maladie, ce qui nous intéresse, c'est de gagner le combat contre cette maladie. D'accord? Donc là, on est vraiment dans une conscience égotique où ce qui compte, c'est le corps et ce qui arrive au corps. Si on se met dans un niveau de conscience existentielle, à partir de ce moment-là, on peut positionner les médecines traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles tiennent compte de l'individu, pas du corps, de l'individu qui est inséré dans un environnement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui compte? C'est l'équilibre entre cet individu et son entourage. À partir de ce moment-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le corps. Ce qui nous intéresse, c'est l'individu. Et c'est pas le corps. Oui, c'est pas le corps. Donc, à partir de ce moment-là, on ne soigne pas la maladie. Mais ce qu'on fait, on s'intéresse à l'individu, on veut le maintenir en équilibre. Donc, on n'a plus un tropisme pour la maladie, parce que la maladie, en fait, n'est que l'expression d'un déséquilibre. Donc, si on rééquilibre la personne en fonction de son biotype, la maladie trouvera un environnement défavorable et va partir. Donc, ça ne sert à rien de traiter la conséquence, il faut traiter la cause.
à partir de ce moment-là, on a une médecine traditionnelle qui non seulement tient compte du biotype de l'individu, mais aussi de toutes les conditions qui conditionnent son existence. La pression, la température, le stress, etc., etc. Ensuite, on a la conscience universelle. Et c'est là que les sciences occultes apparaissent. Ces sciences occultes apparaissent pourquoi ? Premièrement, parce que les sciences occultes, en particulier le vaudou, c'est basé sur l'animisme. Alors, l'animisme, c'est anima, c'est la même racine que âme. Et l'animisme, c'est le fait de penser que tout ce qui est créé, tout le créé, est animé par une force. Et donc, on croit en l'existence d'une force qui donne à cet arbre sa forme et qui ne lui donne pas une forme de chien, parce que c'est une énergie particulière qui fait que cet arbre est cet arbre et même qui n'est pas tel autre arbre. Donc, tout ce qui est créé procède d'une énergie qui organise la matière. C'est ça l'animisme. Et où le vaudou va un peu plus loin, le vaudou dit, oui, mais cette énergie, c'est une vibration. C'est une vibration qui fait bouger la matière et qui fait que cette matière s'organise en fonction de cette vibration-là. Ce qui est marrant, c'est que ce concept se retrouve dans la physique quantique. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent les principes de la physique quantique, mais l'un des principes de la physique quantique, c'est que tout ce qui est matière existe à la fois sous forme corpusculaire et sous forme vibratoire. Et on retrouve donc dans une physique qui est très moderne des concepts qui existaient déjà à la création de ce qu'on appelle le vaudou actuellement. Le vaudou, ça c'est le premier principe que le vaudou met en ligne de compte. Le deuxième principe, c'est le fait que le temps, l'espace-temps n'existe pas. L'espace-temps n'est qu'une notion que nous utilisons pour organiser nos souvenirs. Alors, je sais que ça devient un petit peu complexe, mais bon, je vais vous poser une question. Quel est le contraire de mort? La mort, quel est le contraire de la mort? Quels sont ceux qui pensent que c'est la vie? D'accord. Eh bien non. C'est la naissance. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Et entre la naissance et la mort, il y a la vie. Qu'est-ce que c'est que la naissance? La naissance, c'est un état où nous n'avons pas de souvenirs. Et qu'est-ce que c'est que la mort? C'est un état où nous n'avons plus de futur. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a la vie, mais il y a surtout l'instant présent. Personne dans cette salle n'est capable de vivre en dehors de l'instant présent. On vit tous dans l'instant présent, et depuis qu'on est né, on n'a connu qu'une seule chose dans notre vie, c'est l'instant présent. On était jeune, on était dans l'instant présent. On est devenu adolescent, on était dans l'instant présent. On a été adulte, on était dans l'instant présent. Et puis on est comme moi à la retraite, on est dans l'instant présent. Et on va rester dans l'instant présent toute notre vie. Donc l'instant présent a une notion d'éternité. C'est notre éternité. Mais en plus, si on va encore plus loin dans le raisonnement, le monsieur au deuxième rang avec les lunettes, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Non, non. Je suis en train d'écrire. Eh bien non, il ment. Mais pourquoi il ment? Parce qu'au moment où il me dit ça,
il n'est plus en train d'écrire. Ah non, c'est vrai. Au moment où vous me dites ça, vous n'êtes plus en train d'écrire. Donc en fait, même l'instant présent, vous n'êtes pas en mesure de l'exprimer. Parce qu'à partir du moment où vous l'exprimez, c'est qu'il est déjà passé. Donc quand on dit « vivez dans le présent », c'est d'une complexité absolue. Mais pour le vaudou, ça veut dire que l'espace-temps n'existe pas. Ça veut dire que vous pouvez convoquer vos ancêtres et vous pouvez même influencer le futur, parce que c'est le champ de toutes les possibilités. À partir de ce moment-là, dans la pratique vaudou, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Alors, on va prendre l'exemple d'un rituel vaudou particulier. Le rituel vaudou, on dit « Ah, cette personne est malade », donc ça veut dire d'un point de vue énergétique, il y a quelque chose qui ne va pas. On va choisir un très beau mouton, bien vigoureux. Pourquoi? Parce qu'il a une force de vie qui est très forte. Force de vie qui est très forte, dont on a besoin pour réparer la force de vie altérée du malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Souvenez-vous, on est sur le plan vibratoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on va immoler cet animal, ce mouton, il faut qu'on puisse récupérer et canaliser cette énergie pour qu'elle atteigne notre personne. Alors, comment on le fait? On se sert des vibrations. La rythmique d'un tam-tam, l'incantation par les chants, et des prêtres qui rentrent en transe, donc qui sortent de la perception des sens pour se retrouver dans un milieu onirique dans lequel ils ont accès à cette énergie qu'ils vont transférer à la personne malade. Ouais, c'est ça le rationnel. Que ça vous passe 10 étages au-dessus de la tête ou que vous le compreniez, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais m'arrêter là bientôt parce que je pense que le temps passe et je vais vous laisser la possibilité de poser des questions. Donc, vous vous rendez bien compte que intégrer les sciences occultes, donc le vaudou, dans un contexte de polyclinique, je ne sais pas, mais si vous trouvez la recette, je suis preneur. Toujours est-il que moi, je n'ai pas la recette, et donc ce qu'on va se limiter à faire, c'est insérer les pratiques traditionnelles dans un milieu, une polyclinique, comme je vous ai décrit au départ. Et ça, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable parce qu'il y a un effort normatif dans la médecine traditionnelle qui se fait actuellement en Afrique. Vous savez, le problème de la médecine traditionnelle, les jeunes prennent 3 feuilles ici, 2 feuilles là, ils font des décoctions, il n'y a pas de posologie, il n'y a rien, on ne sait pas, etc. Et là, l'effort de normalisation fait que, sans renoncer aux principes de base, on arrive à rendre plus lisible par les titulaires de la médecine conventionnelle la prescription traditionnelle. Il y a des posologies, il y a des conditionnements stériles, etc., etc. Donc, c'est la médecine traditionnelle qui fait un pas vers la médecine conventionnelle pour s'insérer dans une structure conventionnelle. Et ce sont des expériences qui existent déjà. Si vous allez au Bénin, à l'hôpital central de Cotonou, vous allez avoir un pavillon de médecine traditionnelle où, pour l'hypertension, le diabète, les gens reçoivent du traitement traditionnel et acceptent de faire des glycémies, de faire mesurer leur tension pour qu'on voit l'impact réel de cette médecine traditionnelle. Et c'est là où on peut réconcilier les deux médecines, la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, sur des personnes comme des personnes âgées qui ont encore en présence dans leur mémoire les notions de médecine traditionnelle, parce qu'elles sont toutes venues d'un village, elles ont gardé un lien culturel avec leur tradition. À partir de ce moment-là, chez la personne âgée, elle est plus réceptive à ce genre de choses. Je parle en Afrique, je ne parle pas en Europe. Et en plus, il y a des traitements non agressifs, notamment les massages,
les bains, etc. Et pour la personne âgée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savoir qu'on s'occupe d'elle, on la pouponne. En fait, c'est comme un bébé. Et à partir de ce moment-là, on arrive à trouver ce fameux dénominateur commun qui fait que sans susciter le courroux de l'ordre des médecins, on pense pouvoir arriver à mettre les deux ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous de mon projet. Et je compte sur vos énergies positives pour que ça puisse se réaliser. Je vous remercie. Ma première question, Jean-Antoine. Vous, qui êtes un médecin conventionnel, qui avez fait de la médecine de catastrophe et d'urgence, quel a été le chemin physique de l'esprit et de l'âme pour avoir un tel projet et le vivre si intensément? Voilà, vous avez un divan. Non, c'est important de le dire quand même, parce que c'est un parcours quand même... Alors, c'est très simple. C'est mon histoire personnelle. Déjà, je suis né avec une tétralogie de Fallot. Donc, je suis né en 62 avec une tétralogie de Fallot. Et en 62, ça ne s'opérait pas. Et ça ne s'opérait pas. Alors, pardon, la tétralogie de Fallot, c'est une malformation cardiaque. Mais c'est la fameuse maladie bleue. Donc, quand vous faites le moindre pas, vous êtes tout bleu, vous perdez votre souffle, etc., etc. Et il ne vous a pas échappé que je suis d'une culture mixte, c'est-à-dire que mon père est africain et ma mère est française. Et ils ont dû prendre la décision, malgré ma maladie qui n'était pas opérable, d'accepter de prendre le risque d'aller en Afrique. Parce qu'on leur avait dit, il faut laisser 10 ans. S'il survit 10 ans, tant mieux. Il bénéficiera de la science, des progrès de la science. S'il ne survit pas, eh bien, tant pis. C'est la vie. Et mes parents ont accepté de prendre ce risque-là. Mais vous imaginez bien qu'avec cette maladie dans un milieu tropical, donc c'est quelque chose qui est relativement risqué. Et donc, très naturellement, quand la famille du côté paternel m'a vu arriver, ils étaient pleins de conseils. Et on se raccroche à ce qu'on peut. D'un côté, il n'y a pas de solution, il faut attendre 10 ans. D'un autre côté, il y a des conseils, d'accord, sur le bien-être de l'enfant, etc., etc. Bon, si je suis là, c'est que je suis passé au travers de tout ça. Mais après 2 ans de pratique de médecine de catastrophe et d'urgence, je me suis retrouvé dans une ambulance en train de techniquer quelqu'un qui n'était pas bien du tout. Donc j'ai été obligé de me lever pendant qu'on roulait pour m'occuper du patient qui était dont l'état de santé était en train de se dégrader. Et manque de bol, on a éclaté un pneu. Quand on a éclaté un pneu, comme on était quand même à une vitesse... D'accord, le chauffeur a perdu le contrôle et on a fait des tours comme ça. Mais moi, comme j'étais debout, j'avais rien à me raccrocher, donc j'ai été éjecté du véhicule. Et bien sûr, je me suis reçu sur le macadam, je me suis cassé le bassin, la colonne vertébrale et le fémur. Et donc vous voyez que j'ai une patte folle, c'est un héritage de cette situation-là. Et dans mon processus de guérison, en fait, comme je ne maîtrisais plus mes sphincters, je ne maîtrisais plus rien, je suis parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, pour ma rééducation, bien sûr, pour récupérer tout ça, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la méditation transcendantale. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé, avec mon background africain, à voir cette méditation transcendantale, à me dire, la vie c'est quand même autre chose. Et ensuite, vous savez, la méditation transcendantale, c'est Maharishi Yogi, qui est le maître de cette pratique, dont l'un des plus grands adeptes est le docteur Deepak Chopra. Et comme j'étais aux États-Unis, j'ai eu le privilège de rencontrer Deepak Chopra, et j'ai été
à l'université de Maharishi Mahesh Yogi pour faire ma médecine ayurvédique, comme la pratique d'Deepak Chopra. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivé là. Merci. Allez. J'ai deux petites questions. La première, vous avez dit que vous avez eu l'autorisation de faire ceci, cela. Qu'est-ce qui vous donne l'autorisation? Alors, ce sont nos partenaires qui sont des partenaires étatiques. Et à partir du moment où on a un partenaire étatique qui nous soutient dans une initiative, on ne cherche pas de poux dans la tête. Et ça, on avait besoin d'un bouclier aussi puissant pour faire face à l'ordre des médecins qui était hostile. Mais la CGRAE et la CNPS sont des institutions d'État qui ont énormément d'argent et qui sont des investisseurs pour l'État, qui rachètent la dette de l'État, etc., etc. Donc, quand vous avez cette couverture-là, eh bien, le Conseil de l'Ordre n'a même pas intérêt à dire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre de mettre en place le système et de montrer aux gens que ça marche. Et après, on pourra légiférer. Vous voyez, c'est ce qu'on veut faire. On s'est mis sous ce parapluie. Comme ça, on est tranquille. Et en étant tranquille, on fait la démonstration que ça marche, que ça répond à un besoin. Et à partir de ce moment-là, on arrive en face du Conseil de l'Ordre en disant « Écoutez, vous êtes obligés de nous faire une place. Et en plus, avec l'appui de l'État, ça passera théoriquement comme une lettre à la poste, si on ne fait pas de bêtises. » C'est au Bénin, votre... Non, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Alors, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être en poste, à un poste managérial dans l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique, et je m'occupais de 13 pays d'Afrique francophone. Et compte tenu de mon intérêt pour la chose, à chaque fois que j'allais dans les pays, j'essayais de voir ce qui se passait. Et donc, ce que je vous ai donné là, c'est un genre de dénominateur commun. C'est-à-dire, j'ai essayé de rationaliser les explications qui me sont données. C'est un exercice à la fois facile et difficile. Difficile parce qu'il faut qu'on se souvienne du fait que le langage n'est qu'une convention pour exprimer ce que nos sens perçoivent. Je suis sûr que dans la salle, il y a eu des gens qui ont été follement amoureux un jour ou l'autre. Et si on leur demande, mais c'était quoi? Qu'est-ce que tu ressentais? Ils sont incapables de traduire en mots ce qu'ils ont ressenti, parce que ça va au-delà des 5 sens. Le langage n'est pas adapté à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des poètes qui utilisent des métaphores, des analogies, pour nous donner une idée de ce qu'était leur ressenti. Mais ce ressenti-là qui ne passe pas par les sens, eh bien, on ne sait pas l'exprimer. Et c'est toute la difficulté, quand on veut expliquer des processus métaphysiques, on a du mal à exprimer ça. Et on se trouve tout de suite attaqué par les rationalistes, les matérialistes. Ça ne tient pas la route. Oui, mais les mots n'existent pas pour traduire ce que je veux dire. Et c'est comme la foi. Comment vous allez expliquer votre foi? Vous ne pouvez pas mettre des mots sur votre foi pour vraiment la décrire. Parce que ce sont des sensations qui dépassent nos sens. Je vous rappelle que ce que nous sommes, ce n'est pas notre corps. D'ailleurs, on dit, c'est mon corps. Comme on dit, c'est ma voiture. D'accord? Ça veut dire qu'on est inconsciemment conscient que nous existons en dehors de notre corps. Mais malheureusement, si nos sens nous servent à exprimer ce que notre corps nous fait vivre, on a perdu la faculté d'exprimer ce que notre esprit ou notre âme nous fait vivre. On a encore des intuitions, mais c'est plus suffisant. Vous voyez? Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous rentrez, vous abordez des tradis praticiens, ils ont chacun une façon d'exprimer les choses. Et c'est à vous, donc, c'est ça la difficulté. Mais là où ça devient facile, c'est que vous allez trouver des passerelles entre ce que vous savez déjà
et ce qu'il essaie d'exprimer. Et par rapprochement, vous trouvez une synthèse, et c'est la synthèse que je vous ai présentée. J'ai été long pour répondre à la question, mais c'était indispensable. L'endroit où vous voulez... Ah, Abidjan. D'accord. Abidjan. Et c'est une clinique privée ou une clinique d'État? Alors, c'est une clinique privée, et c'est la partie privée du PPP, du partenariat privé-public. C'est dans le privé. C'est un établissement privé qui a été construit aux normes internationales, avec donc toutes les normes ISO respectées. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut mettre la médecine traditionnelle dans ce contexte-là. On aura une pratique qui sera irréprochable en un certain nombre de normes. Oh non, 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 oula, oula, oula. Non, c'est pas du tout avec le vaudou, et puis mes parents, non. Alors oui, vous verrez que j'ai quelques qualifications, parce que c'était de la médecine traditionnelle, si vous voulez. Ça a été efficace ou pas, en tout cas, ça m'a permis d'atteindre mes 10 ans. Quand j'ai atteint mes 10 ans, je suis revenu en France pour faire une année d'acclimatation, et ensuite j'ai été opéré à l'hôpital Henri Mondor de Paris. Et depuis, ben voilà, ben voilà. Je voulais te demander si tu es en lien avec d'autres expériences comme celles que tu es en train de mettre en place, oui. Comme par exemple avec les hôpitaux d'Amérique du Sud qui maintenant incluent le chamanisme dans certains de leurs soins. Alors, je ne suis pas parti de ce côté-là de la planète, mais par contre, je suis parti en Asie, parce que j'ai été en poste en Asie, et je me suis beaucoup inspiré d'une expérience en Thaïlande. Où dans un même hôpital, vous aviez un palier dédié à la médecine traditionnelle thaïlandaise, et puis sur d'autres paliers, vous avez toute la médecine conventionnelle. Et les médecins sont tellement habitués les uns aux autres qu'ils se font des passes comme ça. Le médecin conventionnel dit bon, ce serait bien que vous alliez au pavillon médecine traditionnelle, ils vous aideront sur ça, 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 ça. Et ensuite, l'inverse marche aussi. Oh là là, vous avez une tumeur qui est quand même avancée, allez voir la médecine conventionnelle. Ils arrivent à vivre en parfaite harmonie, mais ça, c'est la force de la culture. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fiers de leur culture qu'ils ne nient pas leur culture parce que tout simplement, ils sont formés à la médecine conventionnelle. Vous voyez ? Et ça, c'est l'un des avantages que l'on trouve dans des pays à forte tradition, comme la Thaïlande. Mais en Afrique, la colonisation qui a essayé d'éteindre les cultures pour en imposer une autre, fait qu'on ne se retrouve pas dans un contexte aussi favorable. Donc il faut partir de plus loin, mais il y a toujours derrière, comme je vous l'ai dit, un petit attachement à la médecine traditionnelle. Donc on va essayer de développer ce lien-là. J'ai répondu à votre question ? Est-ce que la médecine traditionnelle est bien expliquée dans les livres? Parce qu'on trouve facilement des livres qui expliquent donc... Alors, il y a des efforts qui sont faits, mais certainement pas par des tradipraticiens. Parce que les tradipraticiens croient en la tradition orale, pas à la tradition écrite. Parce que la tradition orale impose une répétition, et cette répétition-là, c'est celle qui permet de graver dans la mémoire les éléments que l'on utilise pour diagnostiquer et pour traiter. Les tradipraticiens n'aiment pas le livre, donc il faut aller vers eux, vivre avec eux. Il y a une chose qu'ils n'aiment pas, je vais vous raconter une anecdote. Je suis parti comme ça au Bénin, j'ai dit, mon père connaissait un prêtre tradipraticien, mais qui avait une connaissance vraiment des herbes et tout ça, des plantes extraordinaires. J'ai dit, bon, allez, moi, ça m'intéresse, je vais aller, je vais prendre 15 jours, je vais rester avec lui 15 jours, et puis ça va le faire. Je vais connaître pas mal de trucs, etc., je pourrais utiliser tout ça. J'arrive, il me reçoit très très bien, et puis, deuxième nuit, il me lève à 2h du matin, et puis, suis-moi. Et on marche, et puis il dit, tu vois, cette plante-là, c'est comme ça, et puis cette plante-là, c'est comme ça, et puis tu la prends à tête. Je suis rentré le matin, j'étais crevé, mais j'avais rien retenu. Parce que non seulement c'était en pleine nuit, mais en plus ça allait tellement vite que j'ai rien retenu. Et au bout de 15 jours, j'ai à peine retenu 3 trucs. Donc, quand même, donc je me suis plaint.
Et il me dit, mais tu as une de ces prétentions. En 15 jours, tu penses que tu vas pouvoir avoir l'essentiel de choses qu'on met des années à acquérir. Si tu ne donnes pas le temps à cette pratique, tu ne mérites pas cette pratique. Je suis parti tout penaud. Mais je me suis quand même dit qu'il avait raison. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'aime pas le fait de figer la connaissance dans le livre, parce que la connaissance s'acquiert par un mécanisme dynamique avec ta volonté. Tu dois passer par des épreuves pour acquérir cette connaissance, tu dois y dédier du temps. S'il s'agit simplement de lire dans un bouquin, et puis ça échappe à leur compréhension de ce que doivent être les choses. J'ai été clair? Il y aura des pharmaciens qui seront des sortes d'ethnopharmaciens pour fabriquer les décoctions. Comment va être l'organisation au sein de la pharmacie de votre clinique Alors, parce que j'appellerai pas ça des pharmaciens. Ce ne seront pas des pharmaciens. Ce seront des tradipraticiens. Et l'ami que nous avons en commun, justement, a beaucoup travaillé à la structuration des tradipraticiens. Il y a une association des tradipraticiens, et c'est avec cette association que nous allons travailler. Parce que malheureusement, si vous voulez, on a énormément de charlatans, de gens qui sont là avec une visée commerciale. Donc ils sont sur les places des marchés avec tout un tas de racines, de plantes, etc., etc. Vous dites que vous avez telle maladie, évidemment, ils peuvent vous soigner. Mais ils vous soignent sur des notions très légères, ils ne connaissent pas vraiment, ce n'est pas de vrais tradipraticiens. Et le danger de cette situation, c'est qu'en Afrique, on a énormément d'insuffisance rénale. On a beaucoup d'insuffisance rénale à cause de cette mauvaise pratique où on donne des décoctions à prendre aux gens, ils ne savent pas quelle concentration, la durée, etc., etc. Donc nous, on ne va pas travailler avec ça. On ne veut pas le faire rentrer, on ne veut pas que ce soit des pharmaciens qui acquièrent ce savoir, on veut que ce soit des tradipraticiens qui exercent leur science. C'est eux qui iront chercher les plantes, c'est eux qui vont faire les mélanges, et le conditionnement sera fait, bien sûr, selon un conditionnement qui correspond aux normes conventionnelles. D'accord ? Hors de question pour nous de les appeler pharmaciens. On veut qu'ils conservent leur identité, et hors de question pour nous de dire à des pharmaciens « Allez, maintenant, il faut apprendre les plantes parce que tu vas nous servir à ça. » Non. Oui, si les pratiques traditionnelles, de ce que j'ai compris, vont pouvoir prendre place au sein d'une clinique, enfin c'est le souhait et c'est le projet, qu'est-ce qui va advenir pour les pratiques vaudou? Et dans les deux domaines, comment se fait la transmission aux jeunes générations? Il faut du temps. Il faut du temps. Est-ce que les jeunes sont intéressés, sont attirés, ou alors ils sont dans Coca-Cola et leur portable, et je caricature un peu, mais comment ça se passe? Et la question de la place des pratiques vaudou m'intéresse beaucoup, puisqu'à priori ça va être plus compliqué de... Alors, le monde vaudou est un monde à part, hein, et je pense que ce serait trop prétentieux de vouloir l'intégrer dans un système holistique. C'est pas possible. En tout cas, pour le moment, nous qui réfléchissons à ça, on n'arrive pas à concevoir ça. Par contre, la pratique vaudou est en train de s'organiser, notamment au Bénin. Et vous avez un festival vaudou chaque année au Bénin, je crois que c'est en janvier. Et c'est très instructif d'aller là-bas, surtout si vous discutez avec ce qu'on appelle les bokonons, c'est-à-dire les prêtres vaudou, pour comprendre quel est le rationnel derrière. Mais c'est tellement éloigné de la médecine conventionnelle. Et ça s'adresse, comme je vous ai dit, à un autre niveau. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez été victime d'un sort, vous pensez que vous avez, je sais pas moi, vous avez une malédiction familiale que vous portez depuis des années et des années, etc. Pour ce genre d'atteinte psychologique, je dirais, ça aide énormément. Pour le reste, je préfère la médecine traditionnelle, qui est plus proche, en fait. Et comme je vous dis, elle est basée sur les 4 éléments.
Et donc, on se retrouve plus facilement. Surtout, moi, avec mon background, mes antécédents de médecin ayurvédique, je me retrouve, ça me parle. Ces 4 éléments, ça me parle, cette façon de concevoir les choses. Donc, c'est plus facile. On ne va pas tenter l'Everest tout de suite, on va tenter la petite colline. Puis si on arrive à surmonter la petite colline, ben voilà, on aura fait notre devoir. Les jeunes, alors, on a des jeunes qui sont intéressés par la médecine traditionnelle. Ce qui manque, c'est un cursus de formation. Mais l'association des tradipraticiens est en train de travailler dessus. Ça, ce n'est pas notre rôle, mais c'est l'association des tradipraticiens qui est en train de codifier un certain nombre de choses. Et c'est cette codification sur le diagnostic et sur les approches thérapeutiques qui va permettre de former des jeunes. Traditionnellement, ça se faisait de façon beaucoup plus spontanée. Parce qu'on allait vous dire que, ah oui, mais on a vu dans les astres que toi, tu es dédié aux soins à apporter aux autres. Donc, très tôt, on va te mettre avec un tradipraticien et qui va te considérer comme son gamin et tu vas l'accompagner partout. Et petit à petit, au bout de 10 ans, il va te dire, toi, mon fils, tu es capable de me remplacer, etc., etc. On ne peut plus faire ça de nos jours. Donc, d'où la nécessité de faire cette codification qui va nous permettre, dans les 5 années, 10 années à venir, d'avoir vraiment quelque chose de structuré pour permettre aux jeunes d'y accéder, non pas de façon empirique, mais de façon structurée. Mais pour le moment, bon, ben... Ce qui semble très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on revalorise une culture africaine que nos missionnaires chrétiens ont mis plus bas que terre à une époque, parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas adaptée. Et je trouve que c'est fabuleux qu'on reparte dans l'autre sens. Oui. Un petit peu comme qui sort de la Chine. Oui, mais c'est dans l'air du temps, en fait. Hein. C'est dans l'air du temps. Mais non, mais le temps change, on est à une époque, oui. une autre époque. Exactement, et tant mieux. Tant mieux, parce que pour moi, la richesse est dans la diversité et non pas dans l'unicité. Et donc, le fait qu'on ouvre les yeux sur d'autres cultures, bon, c'est extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'être génétiquement pluriculturel et ça me permet d'avoir un regard plus large et une plus grande tolérance. Parce que quand je suis avec mes cousins français, ils me considèrent comme africain. Quand je suis avec mes cousins africains, ils me considèrent comme français. Et donc, je suis toujours l'autre, différent, quels que soient mes efforts pour m'intégrer. Et donc, si je veux être heureux dans ma vie, il faut que j'arrive à élargir mon scope et de me faire caméléon, c'est-à-dire être bien dans une couleur et être bien dans une autre couleur. Et donc, ça, c'est une tendance que l'on observe de nos jours. Hein. Vous avez peut-être entendu parler du panafricanisme, hein, où il y a un vrai désir de retour des jeunes aux valeurs de leur culture. Et donc, c'est pour ça que notre projet s'insère dans l'ère du temps et que je ne vois pas autre chose que le succès au bout. Je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Merci, Jean-Pierre.